L'arc syrien continue. On avait vu dans notre précédente vidéo que la chute de Bachar al-Assad constituait un moment historique, mais ne signifiait pas pour autant la fin de la question syrienne. Au contraire même, l'effondrement de la République arabe syrienne a eu l'effet d'un électrochoc et déclenche une nouvelle phase du conflit syrien. Tandis que Bachar al-Assad est en exil au froid à Moscou, le pays continue de s'embraser. Il n'a pas fallu longtemps pour que les pays européens bloquent les demandes d'asile en provenance de la Syrie. De même pour Israël qui a assisté à la chute d'un rival historique du temps des premières guerres israélo-arabes, mais qui s'est résolu très rapidement à étendre sa zone tampon depuis le Golan et à frapper avec les États-Unis les bases, dépôts, installations et même les bâtiments de la marine syrienne pour s'assurer que la nouvelle autorité ou d'autres groupes islamistes ne récupèrent du matériel. L'influence iranienne qui avait bénéficié de la précédente phase du conflit a été durement touché et a vraisemblablement perdu son corridor terrestre vers le Hezbollah libanais. L'avant-poste russe, vieux de 70 ans en Méditerranée, est également sur la sellette et les Kurdes, regroupés au sein de la force démocratique syrienne, sont plus seuls que jamais et doivent essuyer les assauts de l'armée nationale syrienne, appuyée par la Turquie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les nouveaux enjeux syriens au Moyen-Orient, faire une analyse macro de la situation régionale, et je précise que j'écris cette vidéo une bonne semaine en avance, ce qui expliquerait l'absence ou des hypothèses qui se confirment ou s'infirment. Compte tenu de la sensibilité des thèmes évoqués, je rappelle que je ne suis pas là pour cautionner des actions de l'autre côté de la Méditerranée, mais pour expliquer les enjeux, ce qui impose de se placer du côté de certains belligérants qu'on analyse pour mieux le comprendre. La lutte pour le contrôle et l'influence sur la Syrie, pivot au cœur du Moyen-Orient, continue, et le deuxième round ne fait que commencer. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Internet qu'on utilise tous au quotidien. C'est pourquoi il est important de protéger ses activités en ligne, à la maison ou en déplacement, mais aussi contourner les blocages, et c'est là qu'intervient NordVPN. NordVPN chiffre votre activité en ligne, ce qui masque votre véritable IP et vous rend invisible aux yeux des curieux, ce qui est très utile quand vous vous connectez au Wi-Fi peut sécuriser des gares, hôtels ou aéroports, avec des gens peu intentionnés qui utilisent le Wi-Fi public comme une porte d'entrée sur vos appareils. Un compte NordVPN permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Vous pouvez également accéder à du contenu vidéo limité à certaines régions, tout simplement en changeant votre adresse IP de pays, par exemple en Belgique pour regarder la RTBF, en Suisse la RTS ou la BBC au Royaume-Uni. Surtout, NordVPN a une politique no-log, ce qui signifie qu'il ne garde aucun registre d'activité de ses utilisateurs, contrairement à d'autres VPN gratuits. Quand vous naviguez sur le web, NordVPN bloque les trackers web, collecte et revend vos informations personnelles et les sites malveillants qui pratiquent le phishing ainsi que les fichiers qui contiennent des virus ou malware. Grâce au lien en description, vous profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN et en plus, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. La rapidité de la chute de la République arabe syrienne avec l'offensive d'HTS qui comptait seulement environ 20 000 hommes lors de la première phase, l'extraction discrète vers la Russie de Bachar al-Assad qui évite le sort d'une exécution sommaire telle Kadhafi, la Turquie qui a maintenant tout un bras dans l'engrenage syrien et va devoir assumer sa quête d'influence régionale, les décisions rapides voire précipitées d'Israël de bombarder des centaines d'installations militaires pour ne pas qu'elles tombent entre les mains des islamistes, en plus d'étendre sa zone tampon au point de mettre la pression sur Damas, le Pentagone qui annonce malgré la volonté de désengagement de Trump que les troupes américaines resteront en Syrie pour soutenir les Kurdes qui subissent les assauts des milices et de l'armée turque, la Syrie c'est un peu le cadeau empoisonné. C'est un territoire pivot au cœur du Moyen-Orient avec en plus une côte non négligeable qui permet d'améliorer sa projection sur la Méditerranée orientale. Vous savez quand vous y mettez les pieds, mais le plus dur, c'est d'en sortir. Et on peut se poser la question de savoir si lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères russes, turcs et iraniens à Doha le 7 décembre, ce ne sont pas les Turcs qui ont récupéré officiellement, comme ils le désiraient, la patate chaude. La question syrienne apparaît sans fin, les minorités ethniques, alaouites, chrétiens, chiites, ismaéliens, druzes, représentent en tout cas pour le moment à elles seules 40% de la population syrienne. Les groupes islamistes ont aussi des allégeances changeantes, bien qu'HTS fera tout pour tenter de maintenir son assise. Le pays n'a jamais été autant au bord de l'implosion, qui sera peut-être favorisée comme solution de compromis par la Turquie et Israël, qui semblent se lancer dans une dangereuse guerre de proxy pour étendre leur zone d'influence dans la région. Je vous renvoie ici à la rivalité turco-israélienne dans une ancienne vidéo. La Turquie, c'est le nouveau maître du jeu syrien. On l'a déjà dit, les objectifs d'Erdogan sont clairs, réémigrer les 3,7 millions de Syriens qui posaient un problème politique en Turquie et aller frapper les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes soutenus par les États-Unis et Israël, dont les branches armées des YPG et du PKK constituent pour la Turquie une menace sur le propre territoire qui compte 15 à 20% de Kurdes. La question kurde, c'est le ventre mou de la Turquie et Erdogan veut neutraliser la menace à la racine. On en parlait il y a 4 semaines.
Ce faisant, la Turquie a aussi maintenant tout un bras dans l'engrenage syrien. Dans le cadre d'une politique néo-ottomane, le but d'Erdogan et de l'AKP, son parti depuis 2010, c'est de promouvoir des régimes politiques favorables aux intérêts turcs, généralement des républiques islamiques, et c'est ce vers quoi devrait tenter la nouvelle autorité syrienne. Mais la nouvelle autorité syrienne peine aussi à se faire entendre tant le pays est divisé et en ruine, clans, seigneurs de guerre, ethnies, religions, qui ont déjà favorisé de nombreuses exactions, la boucle syrienne continue. La Turquie, qui a soutenu les factions d'opposition et les islamistes qui viennent de renverser Assad, devra désormais gérer sa propre sphère d'influence qui est croissante. Erdogan a même annoncé dans un discours du 13 décembre son désir de revenir sur le traité de Sèvres, soulignant que si l'histoire avait été différente, Alep, Idlib, Damas et Raqqa seraient des provinces turques. Si c'est ici un discours politique et une aspiration, la possibilité réelle de ce scénario aujourd'hui semble encore difficile, bien qu'en bonne voie. Car la Syrie, avec tous ses problèmes, pourrait bien se révéler être un cadeau empoisonné pour la Turquie, là où cela était avant du ressort de la République arabe syrienne soutenue par les moyens russes et iraniens. La Turquie s'opposera aussi sans aucun doute à la constitution qui accorderait l'autonomie aux Kurdes du Nord-Est et de fait se retrouverait directement confrontée aux États-Unis et à Israël. La géopolitique israélienne est très simple. Depuis sa création, tout ce qui est autour et qui constitue une menace à la sécurité de l'État israélien doit être neutralisé, que ce soit par la force ou par la diplomatie, souvent soutenue par la force. On a déjà fait tout un tas de vidéos, regardez les archives. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le sud de la Syrie. Pendant des années, la principale menace perçue par Israël, ça a été l'Iran et son axe de la résistance chiite qui s'étendait jusqu'au Liban avec le Hezbollah et la Syrie qui avait surtout le rôle de passage logistique terrestre et aérien. Israël a même soutenu la lutte contre la République arabe syrienne en fournissant par exemple un support médical, de l'armement et en assistant les Druzes dans le sud du pays ou en leur promettant la création d'un État. Mais ce corridor et l'assise iranienne au nord d'Israël n'est plus. À l'exception du Hezbollah qui se remet de sa guerre dans le sud Liban et qui est maintenant isolé et donc une menace plus faible. Pour la faire courte, Israël se contentera tout simplement de remplacer un ennemi, les milices chiites, par un autre, les djihadistes sunnites qui pullulent en Syrie. C'est ce qui explique les frappes aériennes sur les sites d'armement, les aérodromes et la flotte syrienne à l'attaquer, pour démilitariser la Syrie et éviter que des patrouilleurs et des vedettes lance-missiles sous pavillon djihadiste ne se promènent en Méditerranée orientale. Une première sur le territoire syrien depuis 1974, Israël a aussi étendu sa zone tampon sans rencontrer de résistance au-delà du plateau du Golan. Et à l'heure où je vous parle, l'armée israélienne est à un peu plus de 10 km de Damas. Le fait de faire un mouvement direct vers Damas suggère ici une volonté de faire peser la pression sur la nouvelle autorité syrienne. D'abord, probablement pour ne pas répliquer aux frappes israéliennes sur son territoire et envoyer un signal clair quant à l'occupation du Golan afin qu'HTS retienne les groupes islamistes. Cela pourrait contribuer à fragiliser la position d'HTS au sein du nouveau jeu politique syrien, et même si ni HTS ni Israël n'ont les moyens de se lancer dans une nouvelle guerre prolongée, la situation demeure explosive. Souvenez-vous, Israël est un grand soutien des Kurdes, notamment face à la Turquie. Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères israélien, avait appelé le 10 novembre à renforcer les liens avec les Kurdes et les Druzes. Le 9 décembre, Sa'ar déclarait que les attaques contre les Kurdes devaient cesser. Vous voyez où je veux en venir, Israël cherchera avec la fin de la République arabe syrienne à s'impliquer davantage face à la Turquie et aux islamistes pour accroître son soutien aux minorités face aux nouvelles autorités syriennes, voire favorisera la création de plusieurs États distincts, par exemple Druzes au sud et Kurdes au nord-est. Je vous renvoie encore une fois sur notre vidéo explicative de la rivalité turco-israélienne qui est plus forte que jamais depuis la chute de la République arabe syrienne. Le barrage qui était entre Israël et la Turquie et qui faisait converger leurs intérêts contre Bachar al-Assad vient de céder, et cette rapidité n'a peut-être rien d'opportun. Après le lancement de son opération militaire en Syrie en septembre 2015, la Russie a soutenu militairement les forces d'Assad par une présence aérienne, des systèmes anti-aériens et des paramilitaires du groupe Wagner. C'est grâce à la puissance de feu de la Russie, à l'encadrement et la logistique iranienne et aux combattants du Hezbollah et des milices chiites qu'Assad a pu gagner le premier round de cette guerre.
Mais cette guerre, souvenez-vous, est plus qu'une guerre civile. La République arabe syrienne, isolée du monde par les sanctions malgré une diplomatie qui évoluait, ruinée par plus de 10 ans de guerre, n'est pas parvenue à se redresser économiquement. Son armée corrompue était en état de déliquescence, tandis que l'opposition armée soutenue par la Turquie au nord et les djihadistes du monde entier gagnait en puissance. Une patate chaude donc, qui selon des estimations coûtait à la Russie entre 2,5 et 8 millions de dollars par jour depuis 2015, suivant l'engagement militaire et le soutien économique de la Russie. Cela signifie que la Russie a probablement dépensé des dizaines de milliards de dollars pour soutenir la République arabe syrienne, république qui était condamnée sur le long terme, tandis que des centaines de soldats russes ont été tués dans ces opérations militaires. En bref, le genre de situation dont il faut s'extraire. Car l'intérêt de la Syrie pour la Russie réside avant tout dans ses bases de Tartous et Mienmi, qui lui permettent un accès permanent à la Méditerranée orientale et à l'océan Indien sans contrainte du Bosphore et de la Convention de Montreux. L'océan Indien, depuis le blocus houthi, est quasiment coupé de la Méditerranée, du moins temporairement. Mais surtout, la Russie négocie depuis plusieurs années des projets de bases navales alternatives. La plus crédible étant Libye, où la Russie accroît sa présence aux côtés du maréchal Haftar, mais aussi au Soudan, bien que le projet ait été ralenti par la guerre civile qui s'y déroule. Les alternatives à la Syrie, sans avoir les mêmes infrastructures, existent et nécessiteront du temps avant d'égaler les installations syriennes. Encore une fois, cela a même pu faire l'objet d'un commun accord avec la Turquie qui est présente en Libye et soutient, elle, le gouvernement opposé au maréchal Haftar. Il ne faut pas oublier que la Russie et la Turquie, s'ils sont des rivaux historiques, sont aussi des acteurs de la réelle politique où ils peuvent s'entendre, notamment face à l'Union européenne. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans de cela sur le sujet. Un accroissement des infrastructures russes en Libye serait d'ailleurs même plus inquiétant car proche des pays de l'OTAN mais aussi raccordé aux opérations au Sahel. La Turquie va avoir beaucoup de boulot en Syrie si elle veut appliquer ses projets pour stabiliser le pays, neutraliser les Kurdes, éloigner les Israélo-Américains et construire son hub énergétique vers l'Europe, ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle tolérerait une présence russe accrue en Libye plus lointaine. Les ennemis de mes ennemis restent mes amis, surtout quand ils sont à 1000 km de là. Mais revenons en Syrie. La Russie, dans les premiers jours, aurait conclu un accord avec les nouvelles autorités syriennes, probablement négocié via la Turquie pour garantir la sécurité, au moins temporairement, de ses militaires et de ses 2 bases dans le pays. La situation demeure tendue. L'aérodrome est vulnérable et il n'est pas garanti que tous les groupes approuvent ou respectent les décisions de la nouvelle autorité syrienne, ce qui explique aussi que les navires russes se tiennent à bonne distance sur la mer pour éviter un abordage. Pour le dire très simplement, la Syrie était une patate chaude au bord d'une nouvelle rupture. En 2024, le véritable enjeu stratégique russe se joue en Ukraine et mobilise des moyens conséquents. Face à une situation critique et la pression des revendications turques, ce qui aurait pu être en Syrie un nouveau bourbier militaire durable et coûteux pour la Russie s'est transformé en la cession sur un plateau de la Syrie à la Turquie et ses soutiens. Ceci contre la garantie de sécurité temporaire de ses bases et l'extraction de Bachar al-Assad vers Moscou. Comme pour la diplomatie russe vis-à-vis des talibans, il est possible même de voir une tentative de normalisation avec les nouvelles autorités syriennes, un jeu de réel politique risqué basé sur la parole de la Turquie et le bon vouloir des nouvelles autorités syriennes. Et HTS, parlons-en, ils viennent d'arriver au pouvoir et découvrent les joies de la gouvernance syrienne. Pression au sud, pression au nord, frappe israélo-américaine, minorité dans les zones urbaines, tribus dans le désert, groupes armés, seigneurs de guerre en tout genre, à l'allégeance bancale, le tout financé par le doux commerce de Captagon, la Syrie fournissant 80% du trafic global. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, nous avons ici assisté à la fin d'un chapitre, mais l'arc syrien continue. Pendant qu'Assad va faire l'ophtalmo à Moscou, profite de ses biens immobiliers et que les Russes se contentent simplement d'attendre pour leur base, la Syrie, ce n'est plus leur problème. Les Turcs vont devoir assumer économiquement et militairement la victoire de leur soutien islamiste. Les Israéliens, quant à eux, n'ont eu d'autre choix que de prendre l'initiative pour pilonner les armes et doivent sortir de leur zone de confort pour s'engager dans le sud de la Syrie, à quelques kilomètres de Damas. Donald Trump, qui voulait un désengagement des quelques 900 soldats américains présents en Syrie, et l'a même annoncé sur Twitter, se retrouve dans une situation délicate. Le Pentagone annonce en effet vouloir rester pour, comme Israël, soutenir les Kurdes, qui sont plus que jamais sous pression et l'objet d'une rivalité turco-israélienne croissante.
Al-Jolani tente de redorer son blason pour s'assurer davantage de partenaires que d'adversaires à l'international, laissant entendre des concessions sur les droits des minorités et les promesses d'une ouverture économique. Il a maintenant, avec la Turquie, la lourde tâche d'assurer son maintien dans le pays, tandis que les cartes entières dans toute la région ont été rebattues. Les États arabes du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, contrebalanceront probablement HTS et l'influence de la Turquie et du Qatar en renforçant les factions du sud de la Syrie et en les encourageant à utiliser à la fois la politique et la force pour affaiblir la nouvelle autorité syrienne. L'État islamique est lui bien toujours présent et continue d'opérer des cellules clandestines dans les villes de l'Euphrate et dans le désert syrien. Il reste hostile à l'Iran, dont on parlera probablement dans une prochaine vidéo, mais l'État islamique pourrait aussi bénéficier des jeux de pouvoir et de l'allégeance changeante. La patate chaude a trouvé de nouveaux propriétaires. Bonne année 2025. J'espère que cette deuxième vidéo sur le basculement en cours en Syrie vous aura offert un bon aperçu des enjeux qui s'y jouent, et vous voyez qu'en faisant de la synthèse et avec tout ça, je n'ai même pas encore évoqué par exemple les conséquences pour le Liban, mais aussi et surtout l'Iran. Comme toujours, n'hésitez pas à approfondir de votre côté, et on attend vos retours en commentaire. Merci encore à NordVPN d'être le sponsor de cette vidéo. Grâce au lien en description, vous profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Je remercie également les membres YouTube qui nous donnent un coup de pouce financièrement pour réaliser ces vidéos. C'est beaucoup de travail, donc merci à tous. Et je rappelle également que nous avons un magazine de géopolitique numérique. C'est un trimestriel. On y parle de géographie, de diplomatie, de défense, de société, d'économie, etc. grâce à de nombreux contributeurs. Le magazine est disponible via le lien en description et vous pouvez consulter tous les sommaires et les éditos pour vous faire un avis, prendre le magazine qui vous convient. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.